Bonsoir à vous, merci pour cette invitation, merci vraiment au réseau Responder Avocatus d'avoir répondu présent pour cette grande marche de la lutte contre le tribalisme. Ça nous fait énormément plaisir. Au départ, c'était très difficile pour nous. Je sais que vous êtes très conscient des enjeux, ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Ce qui est plus récent, c'est depuis 2018. Comment l'échiquier politique camerounais, l'écosystème politique camerounais est quand même enveniné, pollué par la haine tribale, etc. Et nous autres qui souhaitons avoir l'émergence d'une nouvelle société où toutes les tribus seront respectées, les ennemis et autres, et protéger aussi le débat politique et éviter qu'il soit pollué. Il était tellement difficile et dans nos résultats et nos recherches, il s'avère que c'est un plan, une machination organisée par le régime en place. Et Responder a décidé de nous accompagner dans cette lutte-là de manière bénévole, ça il faut le dire. Et tous ces esprits ont décidé de nous accompagner. Donc ce soir, j'ai quelques responsables, membres de Responder que je vais présenter bien sûr, donc vont rejoindre par après. Donc je vais d'abord dire bonsoir à les juristes sont d'abord des maîtres, hein. Hugo Djombo Moukoudi, qu'il faut rappeler qu'il est un juriste spécialiste droits humains et du droit pénal international. Il faut rappeler qu'il est le vice-président de Responder Avocatus, mais en même temps, on doit rappeler que c'était l'ancien directeur d'Avocats de Reporters sans frontières. D'Avocats sans frontières. Oui, d'Avocats sans frontières. Ah, ouais, d'Avocats sans frontières. Ouais, super. Ça, il faut rappeler ceci-là. Mais ce soir, nous aurions aussi Maître Jean Méga, je ne vais pas entrer dans trop de détails, je préfère garder ainsi, mais qui est, voilà, qui défend beaucoup de causes, hein. Bien évidemment, on ne va pas présenter, mais qui est le président de Responder Avocatus, ça c'est dit, et qui est un docteur aussi, hein, en matière de droit pénal, c'est ça? Bon, disons que je suis docteur en droit des affaires, mais en effet, dans ma pratique, je fais aussi à la fois du droit des affaires, mais du droit pénal également. Ouais. Merci du compliment. Ok. Ben, je présente Maître Amédée Touko, que beaucoup on connaît très bien, ses prises de position, ses sorties, bien sûr, chaque semaine, de très bonnes recettes, tant sur le plan politique que sur le plan judiciaire, ouais, qui est avec nous. Il faut rappeler qu'il est le secrétaire général de Responder Avocatus. Maître, on avait même l'impression, parce que Maître est très actif, très actif, on ne sait pas. Mais je ne veux pas présenter Maître sur lui parce qu'il a tellement de casquettes que pour faire garder sur le plan professionnel, etc. Je m'enchaîne juste à. Voilà, je me résume seulement à cette présentation-là. Mais bien après, nous aurons le docteur Bernard Roger Djoko qui va se connecter, bien sûr, que tout le temps, le docteur en droit, justement, est commissaire au compte de Responder Avocatus. Donc, nous avions vraiment la chance de vous avoir sur ce panel. Et notre inquiétude, c'était de répondre directement aux Camerounais hein, par rapport à la situation, ce que nous sommes en train de dire, la question du tribalisme, du terrorisme et même quelquefois du génocide. Il faudra évoquer tout au long hein, de notre sortie de notre analyse. Mais premièrement, ce que j'aimerais faire comme premier exercice, c'est de demander à Maître Hugo, on parle quand même du tribalisme, est-ce que c'est un fait qui est vécu, disons, est-ce que c'est un fait qui est vécu depuis 2018 ou bien déjà ça existait l'instrumentalisation du tribalisme? Voilà, dans le politique. Il le définit. C'est quoi d'abord le tribalisme? Merci, cher Stéphane. Merci de l'invitation. Oui, en fait, la question tribale n'est pas nouvelle dans notre pays comme dans d'autres. Ce qui est nouveau et que je vais certainement développer pour répondre à vos questions, c'est l'exploitation récurrente sur des périodes bien ciblées de l'histoire de la question tribale, avec justement l'instrumentalisation de la haine tribale, du moins la haine à caractère ethnique. Elle n'est pas nouvelle parce que, bon, nous sommes un pays
constitué d'une mosaïque de communautés, mais qui, au regard des luttes successives face aux colonisateurs, ce pays est arrivé quelque part à se constituer et à être, du moins, à être sur le chemin de la construction d'une nation. Donc, au départ, on peut penser que le tribalisme, c'est simplement l'organisation du pouvoir autour de groupes, donc sur la base de la tribu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le caractère infractionnel. À partir du moment où on passe de cette organisation-là à l'exploitation du fait tribal contre des communautés, contre des individus appartenant à des communautés. C'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce sont les discours de haine, des discours d'incitation à la violence contre des personnes, contre des communautés, en raison même de la référence à leur ethnie. Donc le fait le plus important ici est la référence ethnique. Et vous allez donc avoir des propos dégradants, insultants, mais surtout des propos appelant à la violence contre des personnes avec pour seul critère le fait d'appartenir à telle ou telle ethnie. D'ailleurs, supposé au réel, parce que ceux qui appellent à la haine ethnique contre telle ou telle personne peuvent même se tromper de l'ethnie de la personne. Mais ceci n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que la motivation de la haine que véhiculent ces personnes, la motivation de l'incitation à la violence est basée sur un caractère bien précis qui est ethnique. D'ailleurs, dans notre pays, du moins dans l'histoire récente, pour les plus anciens qui nous suivent, ils vont se rendre compte que l'exacerbation de cette haine ethnique et de ces appels à la violence sur la base ethnique se fait régulièrement de manière forte à l'approche des élections, mais surtout de l'élection présidentielle, qui dans notre système est en quelque sorte la mère des élections. Petit rappel historique pour peut-être, j'imagine qu'il y a des plus jeunes qui nous suivent. En 1992, nous sommes au moment de la première élection présidentielle multi-candidature dans notre pays. Et lors de cette élection, pour vous montrer jusqu'où la haine peut être cultivée, un concept est né, peut-être que les plus jeunes n'ont pas connu parce qu'il a eu tendance à disparaître, mais ceux qui étaient là au niveau des années 90 ont connu bien ce concept d'anglo-bami. Le concept d'anglo-bami a été forgé spécialement à l'occasion de ces élections-là, de cette élection présidentielle de 1992. Pourquoi? Parce qu'il permettait en quelque sorte de tenter de délégitimer la personne qui apparaissait comme le candidat menaçant le pouvoir politique en place, qui était donc à l'époque ni John Fundi. Et pourquoi on a forgé un concept d'anglo-bami? Parce qu'en réalité, sociologiquement, ça n'a aucun sens. Vous conviendrez avec moi que quand on dit de quelqu'un qu'il est anglo-bami, n'a aucun sens. Vous mélangez des questions linguistiques avec des questions d'origine ethnique, ça n'a aucun sens. Surtout que dans notre pays, lorsqu'on prend la sphère, la zone dite anglophone, mais si vous prenez au sud-ouest, vous avez les populations que vous ne pouvez pas assimiler aux Bamileke, en quelque sorte. Il y a plutôt beaucoup de populations qu'on assimile à des Sawa, ainsi de suite. Donc, concept qui n'a aucun sens, aucune consistance, mais qui servait un but. C'est un concept instrumental qui visait à instrumentaliser la haine ethnique, focaliser sur la personne du candidat du John Fundi et de le ramener à une sphère qui le soutiendrait, qui serait composée des personnes anglophones et des Bamileke en quelque sorte.
ce qui est d'ailleurs démenti par les résultats de l'élection, puisque Lee John-Fundi fait de très bons scores un peu partout dans le pays. Et on sait aujourd'hui de toutes sources que Lee John-Fundi avait remporté cette élection de 1992. Mais le concept avait été forgé. En 2018, au moment où on a encore une concurrence rude, on a une résurgence de la question tribale très forte, portée par des individus, mais en quelque sorte sous l'instigation d'un pouvoir politique complètement dépassé. Et vous verrez qu'à ce moment, ceux qui se rappellent 2018, ce qui a beaucoup circulé, on a fait circuler de diverses manières l'idée que, en tout cas, un Bamileke ne sera jamais président. Et ce n'est pas anodin, ces faits-là. Et nous sommes en 2025, et vous vous rendez compte qu'en 2025, ça revient très fort. C'est une stratégie politique qui revient à chaque élection présidentielle. Premièrement, ça permet de s'attaquer à des candidats. Deuxièmement, ça éclipse le débat sur le fond. On ne parle plus du bilan de 42 ou 43 ans de pouvoir. On ne parle plus de projets, de programmes. Et on va passer beaucoup de temps à se chamailler sur les groupes ethniques. Et alors, pour terminer cette introduction, il y a une réaction de la communauté des nations sur ces questions d'incitation à la haine ethnique et à la violence ethnique. C'est notamment ce qu'il y a eu en 1948, le 9 décembre 1948, avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Après avoir tiré les enseignements de ce qui s'est passé au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, il y a une convention qui est élaborée. Et vous verrez que l'un des critères visés par cette convention, c'est le critère ethnique. Le génocide, c'est la volonté de détruire toute ou partie d'un groupe sur la base ethnique, critère très important qui nous intéresse dans notre sujet d'aujourd'hui, critère racial, national ou religieux. Donc, on est au cœur de ça. Donc, la communauté des nations a déjà réagi à cela avec une idée centrale qu'il faut marteler ici pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que désormais, les entrepreneurs de haine ethnique, ceux qui incitent à la haine ethnique, à la violence, ceux qui incitent au génocide, ne peuvent trouver de refuge nulle part dans le monde. Il n'y a pas d'abri sûr, il n'y a aucun abri sûr possible pour les entrepreneurs de haine ethnique. Et c'est pour ça que la Convention a prévu ce sur quoi on pourra revenir plus tard, la compétence universelle, pour donner la possibilité à tous les États de ratifier cette convention et de poursuivre les auteurs de l'incitation à la haine ethnique, quelle que soit leur nationalité, quel que soit l'endroit où ils commettent ces crimes. Avec l'idée que si vous êtes un entrepreneur de haine ethnique, tôt ou tard, la justice vous rattrapera. Et c'est pour ça que cette convention prévoit également l'imprescriptibilité de ces crimes-là. Ça veut dire que ce sont des crimes qui ne passeront jamais et vous pourrez être rattrapés tôt ou tard. Alors, je m'arrête ici pour cette introduction. Merci. Merci pour votre première prise de parole, Maître Moudjiki, qui est très intéressant. Vous avez évoqué quand même la dimension historique de la construction de ce tribalisme, en fait, qui est un construit politique, savamment orchestré dans le but de confiner les leaders politiques. Donc, vous replongez dans les années 92 avec la notion anglo-bamileke où on veut neutraliser, confiner un candidat opposant à M. Paul Biya. Et on le revient en 2018 avec notre candidat qui est Maurice Kamto, où on veut effectivement le confiner dans sa région en faisant croire que les revendications portées par ces organisations politiques ne sont que régionalistes ou bien tribalistes. Merci. Mais vous convoquez aussi la dimension, la compétence internationale, la rectification qu'il y a eu sur des conventions dont les gens qui s'exercent justement dans ces manœuvres-là doivent comprendre qu'il y a une dimension internationale
il y a le droit international justement encadre cela. Bon, on va revenir. Mais je veux juste te permettre, oui, Maître Amédée, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'il a évoqué ou bien ajouter, ou bien Maître Megamja, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Maître Amédée. Merci Hugo pour cette brillante introduction sur le contexte, n'est-ce pas, de ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est le contexte d'un Cameroun, d'un pays complètement divisé, saccagé, par une politique méthodique consciente d'apartheid. On y voit un pouvoir politique qui, après 42 années, n'a rien fait. Il faut que je parle de manière tout à fait terre à terre pour que les gens comprennent de quoi on veut parler. Il n'a rien fait. Et qui, finalement, utilise les matériaux, n'est-ce pas, fissiles de l'ethnicité pour essayer de diviser, de saccager la population, de détricoter, n'est-ce pas, le noyau politique qui pourrait contribuer, qui pourrait aider, n'est-ce pas, à le mettre en difficulté. Donc, il active dans un certain nombre d'acteurs, n'est-ce pas, qui sont des acteurs intellectuels, qui sont des médias, qui sont relayés, qui développent, n'est-ce pas, des idées tribalistes, mais qu'elles sont relayées par des fantassins que nous avons aujourd'hui. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que nous avons à l'international quelque chose d'inédit. Le Cameroun a décidé d'exporter le tribalisme. Donc, sévissent sur les réseaux sociaux, et dans divers médias au Cameroun, un type d'acteurs tout à fait nouveau qui vendent à l'opinion, qui vendent au monde la haine d'autrui. C'est extrêmement grave. Qui vendent à l'opinion, qui vendent la haine. Et nous, en tant qu'originaires de ce pays-là, nous avons dit les choses ne pourront pas se passer comme ça. Nous ne laisserons pas passer cette méchanceté humaine. Nous avons décidé collectivement d'utiliser les outils que nous donnent le droit et les lois pour réduire, pour détruire, n'est-ce pas, tout ce réseau, toute cette mafia organisée, toute cette criminalité organisée qui s'exporte aujourd'hui. Ok, merci Maître. Oui, Maître Jacques, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que les deux panélistes ont tout dit sur la question. Oui. Oui, avant, je vais nous proposer un ceci. Parce qu'il y a un bruit, un son, ça saccade un peu. De muter ceux qui n'ont pas la parole, de muter juste le micro, oui, pour que le son soit plus fluide. Non. Est-ce qu'on peut muter? Parce que là, oui, je pense que je vous entends très bien. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes panélistes et bonsoir à tous ceux qui sont présents depuis le début et qui nous ont rejoints dans le cadre de cette émission. Alors effectivement, j'approuve tout ce qui vient d'être dit. Et je voudrais rappeler de façon solennelle que si Respondere a décidé d'apporter sa pierre à cette lutte contre la haine tribale, c'est bien parce que c'est notre mandat. Le mandat premier de l'association, c'est la lutte contre l'impunité. Et pourquoi nous luttons contre l'impunité? C'est bien parce que le tribut du tribalisme est très lourd à payer. Et je m'explique. En fait, dans notre société, et ça a été suffisamment rappelé, il y a une forme d'instrumentalisation de l'appartenance ethnique qui risque de créer, et qui crée d'ailleurs aujourd'hui, une sorte d'implosion au sein de notre société. Or, par cette lutte que nous avons engagée et cette démarche que nous engageons aujourd'hui, il s'agit de recréer un contexte pour que chacun se réapproprie les armes pour pouvoir vivre ensemble et pour créer ensemble au Cameroun et dans d'autres pays en Afrique, n'est-ce pas, un contexte favorable à la vie tout court, mais on en est véritablement loin. Et dans la mesure où il y a un risque d'implosion de notre société, nous avons décidé de prendre notre part. La deuxième chose, c'est que si nous avons décidé d'agir, c'est parce que nos autorités locales, à savoir les autorités camerounaises, n'ont pas agi. À partir du moment où on constate qu'il y a des actes
de haine, à partir du moment où on constate qu'il y a des actes qui font imploser la société, il existe dans notre République camerounaise un texte qui permet de poursuivre les personnes responsables de ces actes. En droit camerounais, il y a notamment un texte sur le terrorisme qui a été voté par les députés en 2014. C'était le 23 décembre 2014 et qui définit le terrorisme comme tout acte ou menace susceptible de causer la mort et de mettre en danger l'intégrité ou occasionner des dommages matériels ou corporels. Sauf que cette législation est utilisée par le pouvoir comme une disposition anti-subversive pour empêcher l'opposition et la société civile de s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle on considère aujourd'hui du côté de Respondere que ce sont les tenants du pouvoir qui sont à l'origine de l'encouragement de ces différents actes de haine. Et la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir pourquoi le procureur de la République de Bolova ou de Yaoundé ne poursuit pas les auteurs de haine. Pourquoi le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, qui a toutes les compétences nécessaires par rapport à la loi que je viens de citer, pourquoi il ne poursuit pas les personnes qui sont identifiées autant sur les réseaux sociaux, c'est la cybercriminalité, que hors des réseaux sociaux. Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Eh bien, c'est parce que nous considérons que c'est un agenda politique qui est organisé par les idéologues du parti au pouvoir. Donc voilà les premières observations que je peux faire par rapport à ce qui vient d'être dit. Maître Amédée, en réalité, ce que vous êtes en train de faire, ça ne révèle même pas, c'était pas à vous de poursuivre ou bien d'engager ces actions. Donc, c'est sûr, hein, parce qu'on le voit déjà sur les panels, comment ça se passe, on est tous témoins de ça. D'ailleurs, nous allons mettre une vidéo ici pour expliquer ce qui se passe dans le cas du Cameroun. Oui, en réalité, notre démarche procède d'une faillite, n'est-ce pas, de l'État camerounais, d'une faillite totale de l'État camerounais. Et comme Maître Jacques Megam vient de le dire tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une faillite, mais c'est d'une complicité qu'il s'agit. D'une complicité par instigation, parce que finalement, on se rend compte que le vrai laboratoire dans lequel est conçue et organisée cette entreprise tribaliste, c'est au cœur, n'est-ce pas, du système étatique camerounais. Ok, merci. Oui, Maître Hugo Moudjiki. Oui. Le micro. Votre micro. Démuté, ouais. Pour bien illustrer encore le propos de tout à l'heure, excusez-moi de revenir un peu sur l'histoire. Vous savez, on a une population aujourd'hui, j'ai pu voir les indications qui montrent que on a aujourd'hui déjà 80% autour de maximum 25 ans. Donc c'est quand même très jeune et il faut rappeler des choses. Si vous regardez la presse de 1980... Ouais, maître, une minute, pardon. Je vais juste te demander, maître, vous qui n'avez pas la parole, est-ce que vous pouvez muter vos micros quand quelqu'un parle? Oui, parce qu'en fait, il n'est pas les téléspectateurs disent qu'ils ne reçoivent. En fait, ils ne reçoivent pas. Voilà. Comme ça. J'ai retrouvé des éléments, notamment sur les violences, on les avait appelées les violences anti-Bamileke à Ebolova, 1992, dans le sillage de l'élection présidentielle. Vous savez que ça a été, nos compatriotes peut-être ne s'en souviennent pas tous, et beaucoup sont jeunes, mais ça a été une entreprise terrible suite à des discours qui ont été tenus contre ce qu'on appelait dans les anglo-bamileke, mais c'était des casses, des pillages, des incendies, des attaques à l'arme blanche, et les populations, il y a eu des déplacements énormes de populations qui ne pouvaient plus résider dans la zone. Mais comme dit Maître Amédée, le pouvoir politique était à l'instigation. On a eu des émissions de télévision à l'époque, il n'y avait que la CRTV, où vous aviez un ministre
qui mettait en garde les gens en leur disant le commerce des machettes n'a jamais été aussi florissant et que les gens vous attendent à la machette. Radio Centre, alors c'est les plus jeunes termes connaissants, mais Radio Centre les appelle à chasser l'étranger. Qui était cet étranger? C'était des Camerounais. Qui était cet étranger? Maître, c'est important de rappeler ça pour voir le cycle dans lequel on est passé. Mais cette déclaration, c'était dans une chaîne de télévision au Cameroun? L'unique chaîne de télévision qu'il y avait au Cameroun. Et je rappelle cela à dessein parce que, voilà, le temps est passé, on a l'impression que, en tout cas, malgré tout, on s'en sort, mais les massacres à la machette, nous y étions avant le Rwanda. Nous étions avant le Rwanda. Bien sûr, on a échappé à ce que ça devienne généralisé, mais il y a eu cela avec un ministre à la télévision nationale, disant aux gens que le commerce des machettes n'a jamais été aussi florissant et que ceux qui osent contester, bien évidemment, on les attend avec la machette. Mais à Radio Centre, c'était clairement quotidien. Vous pouvez retrouver des articles de presse des gens comme Pius Ndiaye à l'époque qui relataient comment tous les jours à Radio Centre, on disait qu'il faut barrer la voie aux étrangers. Il n'y avait pas d'étrangers qui, au sens propre, qui étaient en train de menacer le Cameroun. Il s'agissait bien de Camerounais qu'on identifiait comme étrangers. Voilà. Les notions comme le caillou dans la chaussure, ou alors l'idée que certains Camerounais auraient chanté l'hymne national du Nigeria au moment de la revendication du multipartisme, c'était des choses bien identifiées. Et c'est pour ça que quand je vous parle de 1992, la notion forgée d'Anglo-Bami est très importante pour bien comprendre le contexte, mais c'est cela qui continue et qui revient plus fort à chaque élection présidentielle, du moins à la veille de chaque élection présidentielle. Merci pour cette révélation, hein. Vraiment, on est tellement choqués. Ben ouais, je vais nous faire écouter, on va écouter une vidéo pour aller à la deuxième phase. Là. On va écouter une vidéo et justement, je vais relancer Maître Amédée Touko et Maître Megam pour la procédure. Mais je vais d'abord que nous écoutions une vidéo de 6 minutes 50 secondes ensemble sur ce que nous avons, voilà, déjà au niveau des réseaux sociaux, ce qui existait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Maintenant, des gens n'ont pas peur, à visage découvert certains, qui vient entretenir la haine tribale sur les réseaux sociaux. Et on va écouter, parce que les gens en parlent depuis, les gens se disent que peut-être on invente des choses. Mais voilà ce que nous avons pu recenser sur les réseaux sociaux. Voilà un condensé. Vous avez compris? Donc, Wandji, c'est un meurtrier. Wandji, c'était un meurtrier, un génocidaire, tel que Sokoudjou. Tous la méritent la pendaison. On doit les pendre haut et court. Donc, comme Wandji est décédé, il y a Sokoudjou là. Cette gangue de Sokoudjou qui doit être pendue. C'est un génocidaire. C'est de ça qu'il est question. Nous autres là, on va vous dire ces réalités. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tous les chefs de l'Ouest sont les chefs de premier degré sous la tutelle du Premier ministre. Chez nous, tous les chefs sont les sous-chefs sous la tutelle du ministre des Affaires territoriales. Donc c'est pour s'accaparer de nos terres. Bien sûr. Une technique très évoluée. Je suis derrière vous, hein. Je suis besoin comme nous libérons aussi. Si ça passe par vous, je suis derrière vous. Alors, on parle d'un génocidaire comme ça. Parce que nos parents vous ont laissé faire. Nos parents se sont dit, ah non, vraiment, on doit vraiment rester tranquille. Il y a la République. La République dit donc. Vous pensez que qui a demandé aux États ou aux Sawa s'ils veulent propre? Quand vous venez dans nos terres pour nous massacrer, hein, vous les grands
Grassfield, je m'adresse à vous du Nord-Ouest. Moi, je vous le dis. Parce que le mec qui a eu hier là, c'était le Nord-Ouest. Avant, c'était les Bamoun. Hein? Le meurtre d'hier là, à la vallée d'une thème, c'était un Bamenda. J'ai les voices. Moi, j'ai reçu des voices, des témoignages de nos frères de la vallée d'une thème. Donc, c'est un Bamenda qui a massacré un autochtone du Sud. Donc, vous pensez que vous pouvez venir dans nos régions, dans notre région, comme ça, vous installer, pratiquer vos meurtres, qui va vous laisser faire. Oui, Moj. On demande qu'à life, ma bonne life à sous vallée d'une thème. Ma catégorie, la prochaine fois qu'ils vont oser, ça sera une, ça c'est bon, un tête, parce qu'il faut commencer à leur répondre. Hein? Et chaque fois, politique, on laisse. Non. Et on dit, moi, je vais faire l'apologie là-dessus. Qui a appris? Les Bamlékés, vous êtes des sales porcs, des rats. Vous pensez que vous pouvez salir mon image sur les réseaux sociaux? Voilà, Miadé, je me poste, je me présente. Je suis la seule fille qui se montre toujours en vidéo. Je ne me cache pas. Je m'assume. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Que chacun retourne dans son village. On est fatigué de vous. On est fatigué de vous, que chacun rentre dans son village. Portez vos vieilles maisons, la partez avec. On n'a rien à foutre de vos pourries maisons de Mboma, de serpents là. Reportez vos maisons, vous retournez avec ça dans vos villages. On ne veut plus se mélanger avec la porcherie. Vous avez trouvé que les savants sont des blancs. Vous avez venu vendre les maïs devant nos maisons. Braiser les prunes devant nos maisons. Si Douala est sale aujourd'hui, plein d'ordures, c'est à cause de vous. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle poubelle. Tout vous jetez au sol. Tout vous jetez au sol. Douala était bien. Parce que moi, c'est chez moi que vous avez donné votre église. C'est chez moi ici que vous venez évangéliser les gens. Je suis dépassé, hein. Wanda sur vous, et vous l'avez dormi l'esprit de qui? On ne sera jamais président au Cameroun. Ce n'est pas le problème, je m'en fous. On ne sera jamais président au Cameroun. Mais je m'en fous. C'est ce qui non, ça ne me gêne pas. Parce qu'on vous dit que le port ne sera jamais président au Cameroun. Vous avez sali le Cameroun, vous avez sali Yaoundé, Douala. Vous avez sali Yaoundé, Douala à cause de vos portions. C'est toi que tu veux parler aux gens. Toi, tu es qui? Tu es qui un nabo comme toi? Tu peux parler à qui? Vous allez partir. Mais je te parle, mais je suis en train de te parler. Le président de la République du Cameroun. Mais je te dis que fais-moi confiance. Grâce à moi, on a fermé le foyer. Tu vas faire quoi? Dans mon village. Et j'en suis fier. J'en suis fier. J'ai dit, tu racontes ce qu'on ne peut pas faire. C'était dans quel quartier? C'était dans quel quartier? J'ai dit que grâce à moi. C'était dans quel quartier? Grâce à moi, c'était dans quel quartier? Tu cherches le quartier pourquoi? Il faut arrêter de raconter des bêtises. Vous croyez que vous pouvez vous mettre dans les lives TikTok et influencer les gens parce que vous bavardez plus? On ne veut plus les Bamlékés. On ne veut plus les Bamlékés. Vous allez tous partir chez vous. Vous allez tous partir chez vous. On ne vous veut plus. Vous allez comprendre. Tous les Bamlékés doivent retourner dans leur village. Vous devez retourner dans votre village. On ne vous veut plus à Douala. On ne vous veut plus à Douala. On ne vous veut plus à Yaoundé. On ne vous veut plus à Edea. Et il y a les gens qui disaient, il y a une fille qui disait ici hier qu'ils ont déjà envahi Kribi avec les motos. Une ville touristique. Les Bamlékés ont déjà envahi Kribi avec les motos. Ça c'est trop. Qu'est-ce qui vous empêche de rester chez vous? Les envahisseurs.
Qu'est-ce qui vous empêche de rester chez vous? Donc vous n'aimez pas vos villages. Vous n'aimez pas le chez vous. C'est chez les autres qui vous intéressent. C'est rester chez les autres qui vous intéressent. Ok, mais vraiment, on pourra faire toute une soirée. Il y a tellement, et c'est consigné. J'espère. Je pense que d'ailleurs, vous avez fait un travail exceptionnel dessus. Oui, maître, c'est tellement choquant. On peut pas vous faire tout vivre ça. C'est des blessures, ça crée des tensions et ça peut même pousser d'autres à l'extrémisme, etc. Maître Amédée Couteau, vous qui venez d'écouter déjà le sentiment que vous avez. Démuter, maître, il faut juste le micro. J'ai eu évidemment beaucoup de peine à écouter cet élément-là. D'ailleurs, vous avez bien fait de ne pas aller au bout, n'est-ce pas, de cette entreprise parce que c'est tellement nauséabond que l'on a du mal à penser que c'est des êtres humains normalement constitués qui tiennent des propos aussi grossiers, aussi barbares, aussi méchants. Comme je le disais tout à l'heure, on voit que ce qui se passe au Cameroun est en train d'être exporté finalement. Comme par hasard, les 42 années de Biya n'ont pu exporter que la haine de l'autre, la détestation de l'autre. Pendant que d'autres vendent au monde leur réussite, nous vendons au monde notre capacité à détester l'autre, à haïr l'autre, à exclure l'autre. Ces personnages nouveaux, ces acteurs nouveaux, croient bénéficier de l'anonymat des réseaux sociaux, se cacher derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Mais nous voulons leur envoyer un message extrêmement précis. La démarche qui est la nôtre aujourd'hui, nous avons trouvé le moyen, où qu'ils soient, de les retrouver et de les faire punir par la justice. Ils peuvent utiliser des profils les plus fantaisistes qu'ils soient. Nous avons aujourd'hui saisi des instances judiciaires qui permettent de les traquer et de les punir. Ok, maître, je vous lance une question, parce que la plupart des personnes identifiées sont des personnes qui vivent en Europe, qui tiennent ce genre de propos quand même avec une certaine violence. C'est vrai qu'au pays, il y a des gens qui traînent aussi ce propos, mais ouais, qui sont aussi allés dans des exagérations, mais ici c'est constant, c'est perpétuel, c'est chaque fois. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en Europe? Est-ce qu'ils sont protégés? Et vous, en tant que spécialiste du droit, et vous qui avez justement porté ce problème-là, quels sont les moyens justement? Parce qu'on s'est dit à un moment que c'est parce qu'ils sont peut-être dans des territoires où c'est pas condamné, et la loi n'encadre pas cela, c'est pour ça qu'ils peuvent se compter aussi des propos aussi d'une certaine violence, d'une certaine agressivité. Est-ce que c'est parce qu'ici il y a un certain laxisme du judiciaire dans les pays où ils se retrouvent? Je pense que ces entrepreneurs de la haine aujourd'hui, à leur compte défendant, dans cette attitude quasi suicidaire, je pense qu'il y a quelque chose qui est du registre de l'ignorance. Parce que les conséquences judiciaires qui interviendront absolument, n'est-ce pas, certainement dans un délai plus ou moins long, seront telles que on ne peut pas être normalement constitué et on engage, n'est-ce pas, on se met en difficulté comme ils ont pu le faire. Et ça, nous y viendrons. Parce qu'initialement, on était dans des infractions comme l'humiliation, des propos offensants, des menaces, des intimidations, etc. Des appels à des incitations à la haine, à la discrimination ou à la violence ethnique, etc. Mais se sont ajoutés des appels au génocide, se sont ajoutés, n'est-ce pas, toute une entreprise qui procède de ce qu'on appelle une entreprise terroriste. Donc, se constitue autour de cette affaire-là
de véritables gourous qui quotidiennement assènent sur les réseaux sociaux des prêches tribalistes, saillants, méchants, mortels, contre des communautés humaines et qui sont suivis, n'est-ce pas, par un certain nombre de personnes qui, elles aussi, développent parallèlement leur entreprise, lesquelles ont des conséquences au Cameroun. On voit, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Moyo il y a quelques semaines. Ces meurtres-là sont salués par ces entreprises, par ces entrepreneurs de la haine qui se vivent sur les réseaux sociaux. Ils utilisent donc ces meurtres, les conséquences de ces meurtres, pour magnifier leur action, pour montrer combien leur action marche, est dynamique et porte des fruits sur le terrain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu de parler d'humiliation, de machin, nous parlons aujourd'hui de terrorisme. Ok. Et nous avons saisi. Ok, maître, on va revenir. On va revenir, merci maître, on va revenir dessus. Alors oui, avant de revenir à maître Megam, je veux présenter le docteur Bernard Roger Djoké qui est là. C'était pas évident, un problème technique. Je vois que tout a été résolu. Merci déjà au doigté exceptionnel du technicien qui nous accompagne. Merci parce que vous aviez pu finalement monter. Oui, bonsoir docteur. Oui, déjà, c'est vrai, vous avez pris le coup, hein, tout ce que nous étions en train d'évoquer. On parlait déjà. Est-ce que vous aviez à ajouter de ce qui est dit, de ce que vous avez pu rattraper sur le panel? Oui. Maître, démutez-vous. Ouais. Non, démutez votre micro. Vous le démutez, juste. Ouais. Voilà. Super. Bonsoir, chers collègues. Et bonsoir aux personnes présentes. Merci d'être là. Écoutez, je m'excuse parce que j'ai eu quelques difficultés techniques. Je suis pas du tout à l'heure sur ces nouvelles technologies, alors ça m'a un peu donné du fil à retordre. Et j'imagine que vous avez déjà beaucoup parlé, que mes collègues ont énormément exposé sur la situation qui nous préoccupe ce soir. Je vais juste rattraper rapidement Maître Touko pour ajouter que le fait que les personnes auteurs de tels propos et auteurs de tels actes se trouvent soit en Europe, soit en Amérique, et qui se croient protégés, se trompent énormément, parce que au Cameroun, ils pourraient être protégés soit par le laxisme des autorités, soit par la connivence des mêmes autorités, mais le fait est que de ce côté de l'océan, ils sont particulièrement exposés parce que les législateurs nationaux en Europe et en Amérique ont pris des dispositions pour poursuivre de tels actes qui soient prononcés. Dès lors qu'ils sont prononcés ou commis par des personnes vivant sur leur territoire, même si les propos menaçants ou les propos haineux sont destinés à des personnes vivant à l'étranger. Donc, ils ne sont pas du tout à l'abri des poursuites et de la répression qui peut s'ensuivre. Donc, je commence par dire ça. Je vais continuer à suivre la conversation pour savoir encore sur quoi je peux intervenir. Merci. Ok, merci. En tout cas, vous avez un domaine très précis, une question précise hein, pour tout à l'heure. Okay. Donc, je reviens sur Maître Megam. Maître Megam. Voilà, on a entendu, hein, nous avons écouté la vidéo, nous avons entendu justement ce qui était dit quand même d'une certaine gravité et douloureux pour le commun des mortels. Oui, en tant que spécialiste, vous êtes maître avocat. Qu'est-ce qui a été engagé finalement? C'est des personnes, est-ce qu'on peut l'identifier? Parce que beaucoup aussi, agissent sur des faux profils, des pseudonymes. Oui, c'est pas évident. Qu'est-ce que, de manière procédurale, qu'est-ce que vous aviez engagé déjà? Et pourquoi et quelle est la compétence? Si vous pouvez démuter votre micro, maître. Oui, pardon. Effectivement, il faut dire que notre organisation a déposé plainte devant
auprès des autorités françaises, et notamment auprès du parquet de Paris, qui est compétent pour des crimes de cette nature. Et je pense que beaucoup seront surpris de la qualification de terrorisme relativement aux infractions qu'ils ont pu commettre sur les réseaux sociaux. Donc, ces infractions relèvent du terrorisme et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi décidé d'engager cette démarche de saisine des autorités françaises afin que ces autorités enquêtent, poursuivent et fassent condamner les personnes qui ont décidé de participer ou d'être instigateurs de cette entreprise de haine. Je vais m'expliquer. En fait, on a le code pénal français qui prévoit constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Entre autres, je cite, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Dans le cas qui nous concerne, vous avez entendu les personnes qui se sont exprimées. En tout cas, moi j'ai encore des oreilles et j'ai cru comprendre que il y a une personne qui a dit « Sokoudjou mérite la pendaison ». Il y a une autre personne qui a indiqué que les Bamileke vont aller chez eux, qu'ils doivent aller chez eux et c'est le critère du déplacement des populations. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit que les envahisseurs de Bamileke devaient partir chez eux, etc., etc. Ces actes, il faut le dire, rentrent dans la qualification pénale de terrorisme. Pourquoi? Parce que le premier critère du terrorisme, c'est l'entreprise individuelle ou collective. Vous avez entendu comme moi des gens qui discutaient dans un cadre collectif. Ça veut dire qu'il y avait une concertation pour pouvoir commettre des actes terroristes, c'est-à-dire des atteintes à la vie, et on l'a vu dans le cadre de Meyo, puisqu'il y a eu 2 personnes qui ont été, qui sont décédées des suites, n'est-ce pas, de ces actes terroristes. Et on a aussi non seulement les atteintes à la vie, mais vous avez aussi, entre autres, des atteintes à l'intégrité physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'une personne décède pour qu'on considère l'acte comme terroriste. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, puisque la jurisprudence française considère que dès lors qu'il y a une entreprise terroriste, qu'elle soit individuelle ou collective, dès lors que c'est démontré, vous êtes susceptible d'être considéré comme un terroriste. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer, mon cher Stéphane. La deuxième chose que je voulais évoquer, c'est que j'ai consulté la jurisprudence et c'est absolument incroyable. Je pense que ces gens, ils vont plus dormir. Il y a ce qu'on appelle des infractions connexes au terrorisme. Alors, parmi ces infractions connexes, il y a l'association de malfaiteurs terroristes. Pourquoi? Parce que les textes français disent bien que celui qui a participé à une entente en vue de la préparation des actes terroristes devrait être condamné. Ça veut dire que ceux qui ont fait la réunion tout à l'heure, quand vous avez entendu des voix de personnes qui discutaient, ceux-là, ils vont nécessairement être poursuivis et va se poser la question des moyens. Il est évident que les parquets en France, qui sont des institutions de l'État, disposent des moyens pour identifier les personnes qui se cachent derrière leurs ordinateurs à travers la lutte contre la cybercriminalité. Ça, il faut qu'ils le sachent. La réunion de tout à l'heure a évoqué un certain nombre de choses que vous avez entendues parce qu'il fallait, par exemple, éliminer les envahisseurs. Et je rappelle que la jurisprudence française également est claire là-dessus. Il ne faut pas nécessairement que la préparation de ces actes atteigne leurs résultats pour qu'on puisse qualifier les actes de terroristes. Il suffit que vous participiez à une entreprise qui trouble gravement à l'ordre public et quand bien même il n'y a pas le résultat
c'est-à-dire la mort ou l'atteinte à l'intégrité physique, quand bien même il n'y a pas ces résultats-là, alors votre comportement est qualifié de terroriste. La troisième chose que je voudrais évoquer, c'est le financement du terrorisme. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque aujourd'hui, ces personnes-là obtiennent des financements des autorités, qu'elles soient politiques ou des entrepreneurs de la haine. Eh bien, il faut qu'ils sachent que lorsque les enquêtes vont être menées, on va fouiller leur téléphone. Ils peuvent effacer des choses aujourd'hui, mais les techniques permettent de retrouver l'ensemble des informations que l'on a effacées. Et donc, celui qui a par exemple donné 100 000 francs à quelqu'un dans son village ou dans la région parisienne parce que cette personne ne travaillait pas, et bien que la personne sache que s'il y a des enquêtes et qu'elle est identifiée, elle sera nécessairement poursuivie pour terrorisme. Et je voudrais en terminer là. Il y a une autre qualification connexe qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Je m'explique. Vous allez sur Internet, sur Facebook, sur Instagram ou sur un autre réseau social pour pouvoir, n'est-ce pas, vomir votre haine. Vous lisez des documents qui ont été postés indiquant que cette plèbe de Béti, on va les éliminer, que cette vermine des Bamileke, on va les éliminer, ou que les Haoussa méritent la mort. Eh bien, si vous reprenez ces expressions, que vous les copiez, que vous colliez et que vous inscriviez ces expressions-là sur les réseaux sociaux, alors vous avez participé à travers cet acte à ce qu'on appelle l'apologie du terrorisme. Et ces infractions, je vais m'arrêter là, sont toutes condamnées par des peines relativement importantes sur lesquelles, si vous permettez, on reviendra tout à l'heure. Merci, Maître, merci. Il y a tellement dit, j'ai un peu que le temps ne plus, c'est tellement intéressant. Oui, Maître Moudiki, vous avez la parole. Sur la procédure, oui, la compétence, vous avez saisi le parquet. Est-ce qu'il y a une compétence internationale à poursuivre? Parce que ces personnes sont identifiées quand même, c'est les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux n'ont pas de barrière de frontières. C'est des gens qui agissent dans plusieurs pays. Et quelle est la compétence? Est-ce qu'on peut comprendre quelle est la compétence qu'a le parquet de Paris, justement, à poursuivre ces personnes? Oui, on peut simplement ajouter... Oui, vous pouvez ajouter ce que Maître Miguel un disait. développement très important que venait de faire Maître Miguel, que en plus du terrorisme, la plainte porte également sur l'incitation au génocide. L'une des choses qui est très frappante lorsqu'on écoute les vidéos que vous avez passées tout à l'heure, c'est le caractère complètement décomplexé par rapport à ce qu'il y avait historiquement. Historiquement, on masquait les mots. On disait, bon, les étrangers, on va faire... Bon, on masquait les mots. Là, nous sommes en train d'écouter des propos crus. Même lors du génocide des Tutsis au Rwanda, il n'y a pas eu des propos aussi crus que ce que nous avons entendu là, de la part de certains de nos compatriotes. Les Rwandais, pour dire qu'ils allaient massacrer, utilisaient un terme en disant qu'ils allaient cravailler. Donc, ils n'osaient pas utiliser le mot massacrer. Mais nous, on a des compatriotes, on écoute, qui disent carrément qu'il faut un génocide contre ces gens-là. Alors, on ne sait pas si c'est les réseaux sociaux qui permettent d'avoir une expression aussi crue. C'est pour dire que ce soit pour le terrorisme, que ce soit pour l'incitation à commettre le génocide, ces personnes n'ont d'abri sur nulle part dans le monde. Les pays se sont organisés et la France dont nous sommes en train de parler est organisée, a mis en place des pôles spéciaux concernant ces infractions. Ça veut dire que les magistrats, les structures qui sont en place sont des structures spécialisées, sont des structures qui ont les moyens spécifiques
sont des structures qui ne font que ce travail-là. Ce n'est pas le procureur dans une ville à qui voit arriver des affaires de violence domestique et autres. Non. Ce sont des gens qui, du matin au soir, sont affectés au travail de poursuivre les infractions de terrorisme, d'incitation au génocide et autres, qui sont spécialisés. Et ces infractions bénéficient d'une notion très importante en droit qu'on appelle la compétence universelle. Ça veut dire que même les individus qui se croient protégés parce qu'ils sont au Cameroun bénéficient du laxisme du fait que l'État camerounais qui est instigateur ne fait rien, n'engage aucune poursuite. Même ces individus au Cameroun ne sont pas à l'abri. Certains sont sur les plateaux télé. La plainte déposée par Responder Advocatus est une plainte qui vise des individus, mais qui est également contre X. Ce qui veut dire que les entrepreneurs de haine qu'on voit sur les chaînes de télévision au Cameroun sont tout à fait compris dans cette plainte. Et ils peuvent être saisis à tout moment, y compris lors de leur déplacement. Y compris lors de leur déplacement. Donc, c'est pour vous dire que, oui, la plainte est déposée à Paris, mais il n'y a aucun Camerounais qui diffuse la haine qui est épargné, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. C'est voilà ce que je peux ajouter à ce que Maître Megam disait tout à l'heure. Ouais. Merci vraiment, Maître Moudjiki. Merci de nous expliquer ces compétences-là. On comprend que le travail de ce que Responder Advocatus est en train de faire, donc même ceux qui sont au pays ne sont pas épargnés. Donc vous avez, c'est vraiment très élargi. Stéphane. Oui, mais... Stéphane, il y a un élément fondamental parce que je vois que l'émission va probablement tendre vers sa fin. Parce qu'on peut dire que nous, on raconte des histoires. Mais juste 2 exemples. Que n'importe qui a fait des recherches sur l'affaire Naïmana. Naïmana était un Rwandais qui faisait partie des entrepreneurs de la haine au Rwanda. Qu'est-ce qu'il a fait? Après tout ce qu'il a commis au Rwanda, il s'est déplacé en France parce que à l'époque, c'est le pouvoir mitterrandien qui était là. Et ce pouvoir a protégé un certain nombre de personnes. C'est pas glorieux pour la France, mais il faut le dire. Mais lorsque Mitterrand n'était plus au pouvoir, eh bien, les juridictions françaises se sont saisies de cette compétence universelle pour le poursuivre, l'arrêter et le condamner. Ça, il faut le savoir. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas juste, n'est-ce pas, des paroles en l'air. La deuxième chose, c'est que dans le cadre du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, il y a un officier de l'armée, justement, qui avait affirmé pas de place pour les Croates, il faut les amener à la frontière serbe, ils n'ont nulle part où revenir, débarrassons-nous des Croates. Pour ces déclarations-là, il a fait l'objet de recherches, de poursuites et de condamnations. Je m'excuse d'avoir troublé votre organisation, mais je voulais citer ces 2 exemples pour montrer que dans la jurisprudence, il y a des faits. Je peux citer d'autres exemples si vous le voulez, parce qu'en France aussi, concernant un certain nombre d'attentats qui ont été faits en 2020, notamment, et en 2017 en France, il y a eu des personnes qui ont été poursuivies et condamnées. Ouais, mais moi j'ai un souci là, pour vite sortir. Mais on parle ici, on est quand même dans la haine tribale. Mais j'ai vu, depuis vous aviez associé terrorisme, génocide et tout ça, et qui implique, c'est tout un mécanisme. Moi, c'est un peu flou dans ma tête personnellement, peut-être pour les autres. Mais je veux, quelle est la corrélation qui existe? Pourquoi, justement, on va aller jusqu'au terrorisme alors qu'on a écouté le propos? On peut se dire que c'est juste du tribalisme, etc. En réalité, mon cher Stéphane, en fait, le terrorisme est considéré comme un acte ou une infraction qui n'est pas une infraction de droit commun. Ce n'est pas une infraction comme les autres. Pourquoi? Parce que le terroriste,
c'est celui qui veut s'aimer la terreur, justement. On veut s'aimer la terreur à travers la haine. Donc, dans l'audio que nous avons écouté, on peut ressortir des éléments du terrorisme dans cette audio. Mais bien entendu, puisque j'ai expliqué ce qu'était le terrorisme tout à l'heure, et les textes français sont très clairs sur la question, parce que il faut se poser la question de savoir c'est quoi l'entreprise terroriste. C'est une entreprise par laquelle une personne ou plusieurs personnes de façon concertée vont décider à travers ce mécanisme de haine-là de passer à l'acte pour créer la terreur au sein de la population. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on se réunit pour dire c'est Bamileke, il faut les tuer. Lorsqu'on se réunit pour dire que le roi Sokudju, le chef des Bamenju, il faut l'assassiner. Bien entendu qu'on ne vise pas que le chef Bamileke, derrière lui, on vise une population précise. Et c'est en cela qu'on passe d'un discours de haine qui aurait pu simplement recevoir une qualification précise de droit commun à un discours terroriste. Parce que la nature même de l'acte terroriste, c'est le fait de semer la terreur. La preuve est que dans le cas d'espèce et dans le cadre de l'affaire de Meyo, par exemple, il y a les populations qui se sont déplacées et qui ont dit on ne peut plus rester à cet endroit alors qu'ils sont dans une république. On a donc, à travers ces actes-là, assassiné des gens qui vivaient sur un territoire d'un pays pour lequel ils avaient la nationalité, et on a fait en sorte de déplacer une partie de ces populations d'un point A dans lequel ils vivaient normalement à un point B. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que désormais, pour épurer ces personnes, eh bien, personne n'aura plus le courage demain d'aller à Meyo, d'aller à Sarmelima, d'aller à Mbalmayo. Moi, je suis un enfant de Mbalmayo. Et donc, si on met cela dans la tête des personnes adultes, que telle personne identifiée comme appartenant à une ethnie précise doit être épurée et doit rentrer chez elle, sinon elle va être victime d'assassinat ou de meurtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on crée une psychose qui va empêcher toute personne de vouloir s'installer à cet endroit-là. Or, dans les différentes qualifications, on voit bien qu'est démontrée ici la notion de terreur. Donc, je rappelle qu'elle peut être une entreprise individuelle, donc faite par une seule personne dans son coin, mais aussi collective. Puisque dès lors que vous vous concertez, et ça on l'a bien compris, la concertation, quand bien même elle n'aboutit pas à la réalisation de l'action, eh bien, vous pouvez néanmoins être poursuivi pour terrorisme. Merci, Maître Amédée. Bon, avant de revenir, Maître, je vais faire écouter cet audio. Hein. Oui, avant que Maître Amédée, vous me réussissiez, et après, Maître Roger, Docteur Roger Dena. Ouais. Le sang jaillit, brache. On va vous wepper le coup, t'as dit on prend le couteau, on torchame le cou, t'as dit j'aime quand je corte là, puis le sang jaillit, ça passe sur mes habits, sur ma face. Ouais, je tiens là au niveau de la bouche, je prends la machette, pac, 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 pac. Je tape l'œsophage là, le sang jaillit, brache, ça passe sur mon visage, ouais. Après, je m'assois, je mange le coin de ma verre avec le manioc, sans état d'âme. Vous avez vu ce qui est arrivé à Meyo, non? C'est ce qui s'est passé. Continuez d'aller manquer de respect aux gens chez eux. Ok. Ça, c'est celui du Canada. C'est vrai qu'il y a des gens qui demandaient de passer, de réécouter l'audio. Peut-être après. Oui, Maître Amédée. Oui. Maître Jacques Megam vient de définir de manière magistrale le terrorisme. Je vais essayer de simplifier pour les profanes, pour ceux qui ne sont pas juristes, ce qu'il vient de dire. Simplement en disant que le terrorisme est l'emploi de la terreur à des fins politiques, idéologiques ou religieuses.
l'emploi de la terreur à des fins politiques, idéologiques ou religieuses. Et le terrorisme a 4 éléments constitutifs que vous allez retrouver dans tout ce qui se fait là. Il y a la haine vengeresse, la haine. Il y a la dissuasion. Il y a la propagande. Parce que vous avez là de véritables pasteurs de la haine qui quotidiennement sèment la graine du tribalisme. Et il y a la provocation. Voilà les 4 éléments constitutifs du terrorisme que nous retrouvons dans la quasi-totalité des éléments infractionnels qui ont été portés à notre connaissance. Nous avons donc, sur la base de ces éléments-là, décidé de saisir le tribunal judiciaire de Paris, notamment le procureur en charge du terrorisme. Je peux montrer quelques documents? C'est possible? Oui, bien sûr. Ok, voici les documents, un certificat de dépôt. Voilà, donc c'est un travail très sérieux. Certificat de dépôt d'une plainte. Voilà. Donc je ne vais pas beaucoup plus montrer parce que je pense qu'il y a quand même, on ne doit pas sortir d'éléments à l'intérieur. Mais là, voilà le certificat de dépôt de la plainte. Voilà, il faut cacher voilà, le travail qui fait les avocats. Mais je peux. Pourquoi la démarche que nous avons faite, elle est redoutable? Et ces entrepreneurs de la haine, on ne le dira jamais assez, devront le savoir. Elle est redoutable parce que nous ne nous sommes pas contentés, comme on le faisait par le passé, à aller dans chaque contrée, dans chaque région, dans chaque pays, déposer une minuscule petite plainte aux mains, n'est-ce pas, d'un procureur qui va juger, n'est-ce pas, de l'opportunité ou de la pertinence de la plainte et l'engager le moment qui lui plaît. On a déposé la plainte auprès du procureur de Paris qui s'occupe en charge du terrorisme. C'est un magistrat qui a des moyens en termes des moyens d'État qui lui permettent d'investiguer sur des personnes où qu'elles se trouvent dans le monde. Ce qui fait que nous n'avons plus besoin de désigner tel qui résiderait, de déposer une plainte au Canada, en Suisse, en France ou au Cameroun. Nous avons déposé toute une plainte entre les mains d'une seule et même personne qui d'ores et déjà a ouvert une enquête. Je disais que cette plainte est efficace. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, dans le cadre d'une seule et même procédure, tous ces comportements, n'est-ce pas, peuvent être connus par ce magistrat. Nous avons également au Cameroun des gens, parce que j'ai dit tout à l'heure que cette entreprise terroriste, en réalité, était conçue, les véritables maîtres sont au Cameroun. Et il faut pouvoir le dire désormais, que cette plainte contre des personnes nommément citées, et on va donner quelques noms tout à l'heure, on ne va pas s'en priver, seront élargies à des personnes au Cameroun. On sait bien qu'ils aiment bien voyager partout dans le monde. Ils ne seront pas surpris, n'est-ce pas, d'être interpellés quelque part pour ces actes. Donc, ceux qui sont au Cameroun aussi, vous les avez engagés dans la plainte? Mais absolument, absolument. On ne peut pas se satisfaire de la défaillance du gouvernement camerounais. Nous avons pris des dispositions pour que la plainte que nous avons déposée à Paris puisse neutraliser toute cette entreprise de haine qui prend sa source au Cameroun et qui a aujourd'hui tendance à se disséminer partout dans le monde. On ne peut pas être originaire d'un pays comme celui-là et accepter que
qu'on ne puisse vendre au monde que la méchanceté. Ce n'est pas acceptable. Donc, de ce point de vue, la plainte auprès du procureur de Paris, elle est efficace. Pourquoi? Parce que dès à présent, ces entrepreneurs de la haine, tous ceux qui les suivent, pourront être mis sur écoute, surveillés. Ils devront l'être d'ailleurs. Le deuxième élément, c'est que quand on parle du terrorisme, on parle de fichage. On parle de fichage. Eh bien, même avant l'issue de cette procédure, on aura bien de personnes qui seront fichées S dans le cadre de cette procédure-là. Vous savez ce que ça veut dire? Ceux qui au Cameroun entreprennent, n'est-ce pas, sont dans cette démarche au Cameroun et viennent gaillardement se balader en Occident. Le moindre mal qui puisse leur arriver, c'est qu'il leur soit refusé le visa d'entrée en Occident, parce qu'ils seront fichés S. Mais quand bien ils entreront ici, et ça c'est le pire, ils risqueront de se faire interpeller dans le cadre de cette procédure. Et ça c'est très grave. Nous avons pris toutes ces dispositions-là. Et toutes ces personnes qui interviennent dans ces entreprises-là, qui sont connues, sont désormais sous surveillance de la justice française. Merci maître, merci. C'est tellement, on va vite évacuer pour passer à la deuxième partie parce qu'il y a tellement de gens qui veulent poser des questions et on va lire les noms de ces quelques personnes, voilà, qui sont. Mais je vais passer à docteur Roger Djogé. Vous êtes en Suisse. Non, mais le cas de la Suisse, oui, le cas de la Suisse nous interpelle et vous avez vraiment une connaissance. Mais je vais d'abord vous écouter cette petite partie parce que la dame, elle réside en Suisse. Écoutez ça. Tu as compris? Donc, Wangé, c'est un meurtrier. Wangé, c'était un meurtrier, un génocidaire, tel que Sokoudjou. Il tous la mérite la pendaison. On doit les pendre haut et court. Donc, comme Wangé est décédé, il y a Sokoudjou là. Cette gangue de Sokoudjou qui doit être pendu. C'est un génocidaire. C'est de ça qu'il est question. Nous autres là, on va vous dire ces réalités. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tous les chefs de l'Ouest sont des chefs de premier degré sous la tutelle du Premier ministre. Chez nous, tous les chefs sont des sous-chefs sous la tutelle du ministre des Affaires territoriales. Donc, c'est pour s'accaparer de nos terres. Bien sûr. Une technique très évoluée. Je suis derrière vous, hein. J'ai aussi besoin comme nous nous libérons aussi. Si ça passe par vous, je suis derrière vous. Ok. Oui, docteur. Démutez votre micro. Maître Amidou, voilà. Non, ça ne donne pas encore. Démutez. Ouais. Appuyez sur... les modos peuvent aider. On peut aider le docteur à démuter son micro. Je dis donc que c'est... Le micro de Doc, Là, il est ouvert. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on peut muter le micro de Maître Amédée? Oui. Oui, Doc, allez-y. Oui, je disais donc qu'il est vraiment lamentable et déplorable qu'une personne qui réside en Suisse puisse tenir des propos pareils. Parce que les Suisses sont connus pour leur intercommunautarisme, quoi. Parce qu'il y a plusieurs communautés qui vivent en Suisse et qui s'entendent plutôt bien. Les lois sont faites de sorte qu'elles s'entendent bien. Mais bon, comme dans toute société, tout le monde ne peut pas être correct. Il faut qu'on fasse avec des personnes comme cela et qu'on les combatte.
Et cette personne va visiblement ignore que la Suisse a prévu des mécanismes pour combattre autant le terrorisme que l'appel au génocide ou bien l'incitation au génocide. Il y a récemment, la Suisse a revu son code pénal et a introduit un article 261 bis qui traite de la norme raciale, qui interdit le racisme. Et les développements récents montrent que ce combat contre le racisme englobe tout ce qui peut être incitation à la haine raciale ou à la discrimination ethnique ou raciale. Et ce fait, de cette situation, il s'en est suffi que la Suisse a pu maîtriser tout ce qui était comme mouvement contestataire ou de haine entre les communautés rwandaises d'abord et ensuite entre les communautés congolaises ensuite. Donc, il est tout à fait possible que des propos comme ceux qu'on vient d'entendre soient punis, ne serait-ce que sur la base de la norme raciale du code pénal, de l'article 261 bis du code pénal. Il reste aussi que le tribunal, le procureur du tribunal de Paris qui a été saisi, il est tout à fait compétent pour poursuivre quelqu'un qui réside en Suisse. Il y a ce qu'on appelle la coopération judiciaire internationale et ça joue très bien entre la Suisse et la France. Donc cette personne n'est pas du tout à l'abri et je pense que elle ferait bien de se préparer. Et d'où la dimension réellement pédagogique de notre action, parce que le but est là, c'est-à-dire apprendre aux gens à se tenir, apprendre aux gens qu'ils risquent des poursuites pénales à cause des paroles et à cause même du simple fait de partager des propos racistes, soit par écrit, soit en audio. Donc, de ce fait, notre action tombe à point nommé, en fait. Et il faudrait que les gens savent qu'ils ne sont pas à l'abri de toute poursuite éventuelle. Merci.